Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Balafon Télévision. Au menu ce soir, immersion dans l'univers des églises dites de réveil, quand la recherche de Dieu vire au cauchemar. Autorisée au Cameroun à la faveur de la loi de 90 sur la liberté d'association, elle prolifère de plus en plus sur l'ensemble du territoire national. Rien que dans la ville de Douala, on en dénombrait près de 500 en 2014. On aurait voulu y trouver bonheur, tranquillité et quiétude, mais derrière les apparences angéliques des pasteurs, le plus souvent autoproclamés, se cachent des pratiques à faire frémir le diable lui-même. Manipulation mentale, violence, destruction des foyers, adultère, divorce, viol, pédophilie, prostitution, sacrifice humain, sans compter les nuisances sonores. Peut-on trouver malheur en allant chercher Dieu? Comment comprendre ce phénomène des églises dites de réveil qui poussent comme des champignons près de nos maisons? Que faut-il faire pour ne plus se laisser aveugler par les paroles de ces prophètes qui promettent la richesse aux fidèles en vidant leurs poches? Autant d'interrogations auxquelles tentera d'apporter des réponses en deuxième partie du grand plateau notre invité, le professeur Maurice Somo, socio-psychologue. Pour l'heure, place au journal. Bienvenue. Depuis près d'un mois, Bamenda fait face à une pénurie aiguë de carburant. Dans la capitale régionale du Nord-Ouest, automobilistes, taximens et mototaximens dénoncent une rareté qu'ils attribuent à une pénurie artificielle et aux difficultés d'approvisionnement depuis le marché nigérian. La situation a favorisé l'essor du marché parallèle où le litre de carburant se négocie entre 1000 et 1500 francs CFA. Une flambée des prix qui paralyse de nombreux transporteurs contraints de garer leurs véhicules. Fon René Marquez suit l'évolution de la situation. For nearly a month, car owners, bike riders, taxi drivers, and truck drivers have queued at fuel stations across Bamenda just to get fuel to run their vehicles and keep their businesses going. The cause of the acute fuel shortage in the Northwest Regional Capital remains unclear. However, residents attribute it to artificial scarcity and the disruption of supply routes from the Nigerian market that previously served Bamenda. With only a handful of stations operational, many drivers and bikers say attendants are bypassing them to serve customers with jugs instead. And when fuel comes, they compete, they gain 500. When there is fuel, attendants make an extra 500 CFA francs by selling to people with jugs instead of serving us who transport people around town. They prefer jug buyers because they make more money. Suburban retailers have also been hit hard by the shortage. Those coming from the suburbs can't get fuel. Everyone buys in town, then resells it in the interior for profit. The scarcity at the pumps, coupled with soaring black market prices, has taken a heavy toll on bikers. A litre costs 850 CFA francs at the station, but 1,300 CFA francs on the black market is unaffordable for us. If we ask passengers to pay more than the normal fare, they will refuse. Faced with empty stations, consumers are turning to the black market, where a litre now sells for between 1,000 and 1,500 francs CFA. Et selon ces derniers états financiers, la compagnie aérienne nationale Camerco a enregistré une perte nette de 4,65 milliards de francs CFA en 2025, malgré une amélioration de 15,5% par rapport en 2024. Le chiffre d'affaires connaît une progression, mais la compagnie reste fortement dépendante des subventions de l'État en hausse de 39%. Fon René Marquez. According to the financial statements recently published on its website, Cameroon Airlines Corporation, Cameco, recorded a loss of 4.65 billion francs CFA in 2025. That's an improvement compared to losses
of 5.50 billion francs CFA in 2024, 13.66 billion francs CFA in 2023, and 13.40 billion francs CFA in 2022. The improvement is slow, but it comes as commercial activity gradually recovers. It also follows a capital restructuring carried out a few months ago to strengthen the airline's finances. Cameco remains heavily dependent on government support. Operating subsidies rose by nearly 39% to 6.85 billion francs CFA in 2025 from 4.94 billion francs CFA in 2024. Even with higher revenue and more public funding, the airline's business model still cannot cover all its expenses. Added value was still negative at 760.9 million francs CFA compared to a deficit of 1.98 billion francs CFA in 2024. Gross operating loss also remained negative at 5.2 billion francs CFA, down from 6.3 billion francs CFA a year earlier. The operating results stood at minus 2.90 billion francs CFA in 2025 compared to minus 4.89 billion francs CFA in 2024. This shows smaller operating losses, but not yet a full recovery that will guarantee the company's viability. Spending on external services rose to 19.79 billion francs CFA from 17.34 billion francs CFA in 2024. Other purchases stayed stable at around 11.22 billion francs CFA, while personnel costs increased from 4.5 billion francs CFA to 4.26 billion francs CFA. Overall, the 2025 accounts show a company that is losing less money but is still far from a sustainable recovery. Et ce fait de société, un gang spécialisé dans les braquages de points, mobile money et de clients de banque a été démantelé. Tous les suspects âgés de moins de 30 ans sont présentés comme des repris de justice. Mais comment ces individus ont-ils retrouvé la liberté malgré leurs antécédents? Comment certains ont-ils obtenu un permis de port d'armes? Les explications avec le journaliste d'investigation Michel Michaud-Moussala dans ce reportage de Jessica Tenos-Maché. Arrêté par la police judiciaire du littoral, ce gang, composé de jeunes, tous présentés comme des repris de justice, est soupçonné de plusieurs braquages à main armée visant des points mobile money. Pour le journaliste d'investigation Michel Michaud-Moussala, le profil de ces suspects soulève de nombreuses interrogations. Un repris de justice, c'est celui qui a déjà eu à répondre devant des juridictions. Quand vous avez déjà été 2-3 fois en prison. Comment ces individus ont-ils pu replonger dans la criminalité alors qu'ils étaient censés purger leur peine? Selon le journaliste, les cas de complicité et de permission irrégulière ne sont pas inédits. Ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. En 1998 déjà, j'ai connu une bande qui était dirigée par un ancien militaire qui était à la prison centrale de Newbel et qui avait constitué une équipe où il se donnait des permissions à travers l'autorité pénitentiaire. Ils avaient ce qu'on appelle une permission de corvéable. C'était des individus appelés à les servir dans les services publics, disons qu'ils pouvaient entretenir l'hygiène et la salubrité dans les domiciles de certains hauts fonctionnaires. Autre élément troublant, certains suspects étaient détenteurs de permis de port d'armes. La réalité, que c'est une complicité bien établie. Qu'on se mette, qu'on voit la somme des permissionnaires qui sont sortis de la prison et qui sont allés poser des actes de braquage, vous verrez bien que c'est des gens qui sortent le matin en permission et qui reviennent dans la soirée et qui ont posé des actes. Une situation qui relance les interrogations sur les conditions de délivrance de ces autorisations. On peut leur avoir fabriqué tout ça dans un quartier, on connaît les poules où on fabrique et les faux documents et un certain nombre de choses, il ne faut pas écarter ça. C'est vrai aussi, la facilité, la corruption et tout peut permettre à ce que des brigands de ce type arrivent à glisser et changer même la formulation de ce qu'on retrouve entre leurs mains. Cela veut dire des papiers comme le port d'armes et l'achat d'armes. Au-delà des braquages, cette affaire met en lumière les failles du suivi des personnes condamnées et du contrôle des armes à feu au Cameroun.
Plus de 400 civils ont été tués à Toro, dans l'arrondissement de Mokolo, depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2014. En tournée de contact, les autorités ont recueilli les préoccupations des populations qui dénoncent la recrudescence des enlèvements, des attaques incendiaires et le pillage de matériel médical. Plus de détails avec Fon-René Marquez. On va certainement revenir dans cet élément. Tout autre chose à présent, modernité, compétitivité et digitalisation. Le port autonome de Kribi poursuit sa campagne de promotion auprès des opérateurs économiques. À Douala, une cinquantaine de chefs d'entreprise et d'acteurs de la place portuaire ont découvert les nombreux atouts de cette infrastructure qui ambitionne de devenir la principale porte d'entrée des échanges en Afrique centrale. Théodore To nous en dit davantage. Hub portuaire aux ambitions sous-régionales, le port autonome de Kribi poursuit sa campagne de promotion auprès des opérateurs économiques. À Douala, une cinquantaine de chefs d'entreprise et d'acteurs de la chaîne logistique ont découvert les opportunités qu'offre cette infrastructure moderne. Opérationnel depuis le 2 mars 2018, le port de Kribi dispose d'installations aux standards internationaux. Ses quais en eau profonde, ses importantes zones logistiques, ses équipements modernes et ses procédures entièrement dématérialisées permettent de réduire les délais de traitement des marchandises et d'améliorer la productivité des entreprises. Notre idée ici est de créer un réseau d'affaires, d'organiser des séminaires, des conférences autour d'un réseau d'affaires qui pourra en quelque sorte créer de la valeur autour de ces infrastructures. Avec une capacité dépassant le 1 million de conteneurs par an, le port de Kribi entend s'imposer comme le principal hub logistique de l'Afrique centrale au service du Cameroun et des pays de la sous-région. Des ambitions qui ont convaincu plusieurs participants. Aujourd'hui, j'ai été édifié justement sur la capacité du port et la digitalisation des process en interne. Donc je trouve que c'était une belle opportunité de pouvoir échanger, de poser nos questions pour savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Le port autonome, par cette initiative, permet de créer des liens entre les différents opérateurs économiques qui, au-delà de leurs actions initiales, trouvent en les autres personnes prenant part à cette initiative des opportunités de partenariat et de collaboration. Cette rencontre de Douala aura permis aux entreprises de mieux apprécier les performances et les avantages d'un port qui entend désormais compter parmi les plateformes logistiques de référence dans le golfe de Guinée. Et revenons sur ces plus de 400 civils qui ont été tués à Toro, dans l'arrondissement de Mokolo, depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2014. En tournée de contact, les autorités ont recueilli les préoccupations des populations qui dénoncent la recrudescence des enlèvements, des attaques incendiaires et le pillage de matériel médical. Plus de détails avec Fon-René Marquez. The senior divisional officer for Mayo-Tsanaga, Sonny Clement Ngoy, recently carried out a familiarization tour across all 7 subdivisions under his command in Turu, a village in Mokolo subdivision, the divisional headquarters. Local elites say more than 400 civilians have been killed since the start of the Boko Haram insurgency. C'est trop. Même la Première Guerre mondiale n'a pas duré ainsi. Au moins 400 personnes ont été tuées ce jour depuis que l'insécurité a commencé en 2014. Et il y a aussi 24 comités de vigilance qui ont été, n'est-ce pas, tombés pendant leur exercice. According to Vizika Emmanuel, a member of the vigilante group, 24 of his colleagues have lost their lives to the attacks. Ils ont brûlé les boutiques après avoir pillé, après avoir emporté tous les biens, les marchandises de population. Nous avons enregistré jusqu'à 80 boutiques et magasins pillés et brûlés, 24 maisons pillées et brûlées, 12 motos, parmi lesquelles 6 motos pour les membres du comité de vigilance et une moto pour le centre médical d'arrondissement de Turu. Beyond the arson attacks, the medical sector has also felt the impact of the crisis. Ils ont pris tous les médicaments à la pharmacie. Ils ont enlevé une moto qui nous servait de déplacement. Ils ont enlevé tous les matériels de soins au niveau des salles de soins. Kidnappings have also surged. The SGO warned of internal complicity. Une forte complicité interne
Une forte complicité interne se souligne. Il faut que cela cesse. Des mesures sont d'ores et déjà prises pour combattre cet phénomène. In line with the SGO, Defense and Security Forces say measures have been taken to acquire modern equipment to aid them to fight against Boko Haram. Et vacances utiles à l'ouest, désherbage, curage des caniveaux, nettoyage et lutte contre le désordre urbain. À Bafoussam, les stagiaires de vacances recrutés par la communauté urbaine ont été mobilisés pour assainir la ville pendant la période des congés scolaires. Une initiative qui affiche un bilan jugé satisfaisant et a permis à ces jeunes de contribuer à la propriété urbaine. Plus de détails dans ce reportage de Joël Ferdinand Ewané. Ils étaient 75, élèves et étudiants, pour cette première vague, à participer au stage de vacances à la communauté urbaine de Bafoussam. Pendant un mois, ils ont travaillé dans les artères de la ville de Bafoussam avec des objectifs bien précis. Le rôle des stagiaires, il y avait le désherbage des abords de rue, il y avait le nettoyage aussi, et ensuite il y avait la lutte contre le désordre urbain, c'est-à-dire éloigner les vendeurs aux abords de la route. Et il y a aussi curer les caniveaux. Au terme de cette expérience au 1er juillet, les stagiaires repartent avec le sentiment d'avoir contribué à l'assainissement de leur ville. L'heure de travail déjà ici c'est 7h30, max 7h30 nous sommes déjà au service et notre ambition déjà ici c'est de rendre la ville de Bafoussam propre. Oui, c'est quelque chose qu'on le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Oui, parce que c'est aussi notre ville, c'est ici notre résidence quoi. Pour Roger Tafam, maire de la ville de Bafoussam, ces stages permettent d'occuper utilement les jeunes pendant les vacances, tout en les préparant progressivement à la vie professionnelle. Le but du concept, c'est de plonger nos jeunes enfants dans le milieu communautaire, dans le milieu d'un employé d'une CTD, et également les occuper pendant les vacances et à la fin, leur donner de quoi supporter les parents pour préparer la prochaine rentrée. Ce fut aussi l'occasion de prodiguer des conseils à ces jeunes, les invitant quotidiennement à faire preuve de civisme, de discipline et d'ardeur au travail. Et quittant l'ouest pour se rendre à Yaoundé où un hôpital encerclé par un marché à l'hôpital de district de Djungolo au Lembe. L'accès à l'établissement est aujourd'hui perturbé par un marché informel des mototaxis et des commerces qui occupent son entrée. Une situation qui retarde la prise en charge des urgences, expose patients et personnel à des risques sécuritaires et sanitaires et fait craindre la propagation de maladies infectieuses. Face à cette réalité, soignants et responsables syndicaux appellent les autorités à agir. Le reportage de Sébastien Oyebe et Julien Bapungue. Hôpital de district de Djungolo au Lembe, l'entrée est envahie par des mototaxis et des états de commerçants. Une situation qui ralentit l'arrivée des patients, complique le travail des soignants et fait redouter le pire en cas d'urgence. Le malade, même pendant qu'il arrive, il peut même décéder. Le temps de chercher comment la voiture va entrer à l'hôpital, l'entrée étant impossible. Parce qu'on a les petits commerçants, on a les mototaximans. Au-delà des retards dans la prise en charge, le personnel hospitalier dénonce un véritable problème de sécurité. En cas d'incendie ou d'évacuation d'urgence, l'accès des secours pourrait être sérieusement compromis. Dans un état sérieux, on devrait délocaliser ce marché. Mais pour ancrer, c'est tout un problème. Et imaginez-vous qu'il y a un feu à l'intérieur là-bas. Comment est-ce qu'on va faire sortir les patients? Comment est-ce qu'on va faire sortir le personnel? Le personnel est mis en danger. Les patients eux-mêmes sont mis en danger. Les nuisances sonores, l'insalubrité et la promiscuité avec le marché exposent également patients, visiteurs et personnels à des risques sanitaires. Sur ces boules arrivent là, tout le quartier là sera contaminé. Parce que c'est un marché où les gens passent. C'est-à-dire qu'on entre dans l'hôpital, on passe dans le marché. C'est-à-dire que si quelqu'un a une maladie contagieuse passe par là, il va contaminer tous les usagers qui sont là. Et ils vont ramener cela dans leur maison. Et ça sera une épidémie. Pour les professionnels de santé, cette situation, aggravée par l'extension progressive du marché,
n'est plus compatible avec le fonctionnement d'un établissement hospitalier. Ils appellent les pouvoirs publics à sécuriser les abords de l'hôpital et à réorganiser les activités commerciales afin de garantir un accès rapide aux soins et de préserver la santé des usagers. Tristement célèbre pour le drame de 1984 ayant causé plusieurs morts, le lac Monou, dans le département du Noun, fait l'objet depuis lors d'un projet de sécurisation et de développement initié par le gouvernement. Ce mercredi, à Fumban, les membres du comité de pilotage se sont réunis pour évaluer l'état d'avancement des activités liées à ce programme. Sidik Djingou à Fumban pour plus de détails. C'est dans un contexte particulier que s'est tenue ce mercredi 1er juillet 2026 à Fumban la réunion du comité de pilotage du projet Lac Monoun. Une rencontre marquée par la récente transformation de ce projet en programme de sécurisation pérenne du site. Il faut dire que cette réunion est un peu spéciale parce que c'est la première réunion du programme Lac Monoun après la structuration opérée par le Premier ministre du gouvernement en transformant le projet Lac Monoun en programme de sécurisation pérenne du lac Monoun et environ. Au menu des échanges, sous la présidence du préfet du Noun, le suivi des résolutions de la dernière session et l'accélération des activités de sécurisation du lac situé dans l'arrondissement de Koptamo. Il était question d'examiner la mise en œuvre des recommandations de la dernière et de voir à quel niveau se trouvent les dossiers en instance. Comme dossier en instance, nous avions le décret d'expropriation des personnes déguerpies autour du lac Monoun qui est nettement avancé. On avait aussi travaillé sur la dimension de recasement à gré des populations déguerpies. Ces résolutions sont en train d'être mises en œuvre. Pour rappel, le lac Monou est tristement connu pour avoir laissé échapper un gaz mortel en 1984 qui avait causé plusieurs pertes en vies humaines dans la localité. Depuis, un projet de développement avait été initié par le gouvernement camerounais, récemment transformé en programme de sécurisation durable du site. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau consacrée aux églises dites de réveil. Le meurtre de la petite Sylvana, 10 ans, au quartier Anguissa à Yaoundé, continue de susciter de vives réactions. À Bafoussam, plusieurs habitants estiment que ce drame relance le débat sur l'encadrement des églises dites de réveil et dénoncent ce qu'ils considèrent comme un manque de contrôle des pouvoirs publics. Ils se sont confiés au micro de Joël Ferdinand Ewane. C'est les démons. Les dédicaces de l'église, c'est les démons qui peuvent faire ça. Entre quête de miracles, réponse à la précarité et enjeux de régulation, la prolifération des églises dites de réveil alimente un débat contrasté à Bafoussam. Pour certains habitants, leur multiplication et les débordements observés traduisent la dureté des conditions de vie. L'onction, c'est quoi? C'est difficile à expliquer. Vous-même, vous voyez, je crois que c'est la pauvreté. Ils cherchent de l'argent. Maintenant, la population cherche la guérison, ils cherchent la paix. Même aussi toujours la pauvreté. Parce que d'autres partent disant que dans on va me bénir, je veux trouver l'emploi, on va me bénir, j'aurai beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est notre société en fait. D'autres y voient plutôt un signe annonciateur de la fin des temps. Bon, ça marque aussi la fin de ces derniers temps, selon la Bible. Parce que Jésus avait bien prophétisé que dans les derniers jours, il y aura, n'est-ce pas, la multiplicité de ces religions-là. Et que ce n'est pas parce que les gens viendront dire que voici le Christ, voici qu'il faut s'y engager. Il faut bien regarder, savoir est-ce que ce qu'ils disent provient vraiment de la Bible. Face à cette situation, des voix appellent à la fermeture de certains de ces lieux de culte, estimant qu'il s'agit d'une piste de solution. Ce qui doit être fait, c'est d'abord de fermer ces églises. Autorisation ou sans autorisation, on les bloque, on les ferme d'abord tous. Et après maintenant, chacun canalise sa famille. Chaque parent doit canaliser sa famille.
Parce que la majorité, ce sont nos parents qui portent les enfants pour amener dans les églises. Entre critiques et adhésion, le phénomène divise l'opinion. Entre espace de réconfort pour les uns et source de tension sociale pour les autres. Le débat sur leur rôle dans la cohésion sociale reste ouvert. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, le professeur Maurice Somo, socio-psychologue. Bonsoir et bienvenue. Psychosociologue. C'est pas la même chose. D'accord. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, professeur Somo, est-ce que vous allez à l'église? Oui, j'allais à l'église plus fréquemment. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être ma foi a flanché un tout petit peu. Dans tous les cas, mon épouse va à l'église pour nous deux. Et pourquoi est-ce que vous y allez? Mais j'y allais parce que je vais chercher. Vous savez, il faut très bien que les gens comprennent que l'église est une réponse à des questions essentielles que la société se pose. Vous voyez, on aura beau dire que c'est de la philosophie, mais il y a des questions fondamentales qui se posent à l'existence humaine. Une explication des origines, une explication de ce que nous sommes sur la terre en ce moment, et nous voulons savoir où nous allons après la mort. Et lorsque l'idée de où nous allons après la mort arrive, on dit, entre autres solutions proposées, on pense qu'il y a une possibilité de prolonger la vie après la mort et de vivre vraiment dans ce que les gens ont vite fait de miroiter comme étant un paradis. Et dès que cette proposition est faite, donc c'est tout le monde donc, qui se rue à l'église. Je m'en vais chercher l'église parce que l'église se pose comme la passerelle par laquelle on finit par aller dans cette vie infiniment belle qui est celle du paradis. Donc l'église arrive pour cela. Donc, à l'instar de tout le monde, moi également, je me suis posé cette question. Il est vrai que c'est vrai que je me dis toujours, c'est pas sûr que je vais mourir parce que tant que je ne suis pas mort, je ne suis pas sûr que je vais mourir. Ça, c'est une autre question. Mais au cas où je viendrai un jour à mourir, bien, il faut que j'aille au paradis. Préparé. Voilà, je dois être préparé à aller au paradis et la solution, c'est l'église. Mais d'où vient donc qu'on trouve le contraire dans ces églises? Bien, la grosse contradiction arrive par ce que, face à la quête permanente de l'assurance que les hommes ont ou font par rapport à cet avenir, il y en a qui n'y croient pas du tout. Il y en a qui n'y croient pas du tout. Et vous savez qui n'y croient pas du tout? C'est justement ces églisettes qui naissent par-ci et par-là, qui savent très bien que l'idée d'un paradis après la mort n'est que chimérique. Bon, or, la vie, la réelle, c'est celle qu'il y a sur Terre. Et donc, pour ça, pourquoi ne pas utiliser, si vous voulez, la naïveté de certaines personnes pour pouvoir se faire la vie belle? C'est donc comme ça que beaucoup d'églises naissent par-ci et par-là, se faire un peu d'argent, ou même, j'allais dire, beaucoup d'argent, et se rendre la vie sur Terre agréable. Voilà donc du coup que dans cette démarche d'exploitation des personnes en quête d'une vie paisible au-delà, des personnes mal intentionnées viennent, créent dans ces églises et passent par tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour faire ce qu'on appelle du mal, à l'instar de ce qu'on vient de voir. Et justement, avec ce cas plus récent de cette petite fille, cet adepte-là, parce que vraiment, on n'arrive pas à comprendre comment une jeune femme munie de tous ses sens puisse arriver à poser un tel acte. Oui. Disons que il y a que ces personnes sont de véritables psychologues. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont passées maîtresses dans l'art de manipuler les consciences. Alors, lorsque vous avez un objectif à atteindre et que on développe ce qu'on appelle une fixation sur l'objectif qu'il faut atteindre, on sait qu'on vous croit pas capable de faire tout ce qu'il faut pour. Bon, alors, la naïveté, c'est une relation. La naïveté, elle est dans cette dame et qui répond ici aux injonctions d'un gourou qui, sur le plan mental, sur le plan psychologique, a déjà fait ce qu'on appelle une forme de siphonnage. C'est-à-dire que après
une vie, après un certain temps de vie ou de collaboration, on finit par vous faire comprendre, surtout aux personnes naïves, on finit par faire comprendre à ces personnes naïves que le gourou est le représentant de Dieu sur terre. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est ce qui doit être fait. Si tu ne fais pas ce que le gourou fait, ce à quoi tu aspires, tu ne l'auras pas. Et dans une approche progressive, dans une démarche progressive, ces personnes naïves finissent par devenir des esclaves. Voilà. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont intimement convaincues qu'elles ne vivent que par rapport à ces personnes qui sont les intermédiaires auprès de Dieu, pour ces personnes qui vont les amener vers Dieu. Bon, cette dame qui pose l'acte vous parle des esprits qui lui parlent. En fait, il s'agit ici tout simplement d'un certain nombre de placements dans son subconscient des percepts mentaux qui lui parlent sous forme de voix qu'elle entend. Et elle est elle est déjà à un niveau de lavage de cerveau qu'elle perd ce qui est essentiel pour un être humain. Ce qui est essentiel pour un être humain, c'est sa raison, c'est sa rationalité. Lorsque on finit par vous enlever la rationalité, c'est-à-dire que ce qui vous permet de distinguer le bon du mauvais ou le vrai du faux, eh bien, vous écoutez, vous faites simplement tout et n'importe quoi à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous parle. Et justement, que pensez-vous de ces églises de réveil qui pullulent partout et dont certains ne sont pas reconnus par l'État? C'est très bien d'utiliser le mot « certain ». Parce que ça vient démontrer que vous avez de la retenue dans ce que vous dites. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les églises qu'il faudrait mettre dans le package des églises engagées dans cette démarche. Il y a des églises qui sont en fait de véritables créations d'opportunistes à la recherche d'un gain spécifique, qui n'ont eu en réalité ni appel ni révélation de personne, mais qui un jour, un de ces 4 matins, se mettent comme ça. Je me rappelle quand j'étais étudiant à l'université de Yaoundé à notre époque, j'habitais un quartier qui s'appelle la Cité Verte. Bon, à la Cité Verte, l'appartement juste d'à côté, du jour au lendemain, est devenu une église. Parce que la personne qui y habitait, et qu'on voyait presque indigent, du jour au lendemain, a commencé à prendre un peu d'opulence. Et on a très vite compris qu'il a réussi, par l'intelligence qu'il avait de communiquer, par la force qu'il avait de parler de la Bible, de démontrer des choses qui paraissaient impossibles aux yeux de certains. Beaucoup de personnes ont fini par croire qu'il était oint. Et finalement, allez, ils sont venus là. Et l'Église est née du jour au lendemain. Ben alors, l'État reconnaît ces églises comme étant des associations. Et donc, il est du devoir de l'État de réguler en faisant une forme de tri entre une église par rapport à une autre. Mais il y a un problème évident. C'est-à-dire qu'au nom de quoi, sur quels critères spécifiques, l'État doit-il s'appuyer pour se rassurer que telle église qui naît est une église vraie et qu'il faille la fermer et l'autre? L'État se limite à une démarche administrative. La démarche administrative consiste à dire vous présentez l'ensemble de la paperasse nécessaire et moi je vous donne l'autorisation. Est-ce que la capacité pour un groupe ou pour une association de présenter sa paperasse suppose que le promoteur est loin de cela? Non. Bon, maintenant on revient sur un autre aspect qui est celui qui est généralement brandi, c'est celui de la formation. On dit, bon, pour qu'il y ait une église soit reconnue, il faut que le berger ou le propriétaire ou le promoteur de l'église soit détenteur d'un diplôme en théologie Ce n'est pas parce qu'on allait faire des études de théologie quelque part que forcément on est loin pour qu'on a toutes les capacités d'ouvrir l'église. C'est exactement. Donc, l'État est énormément en difficulté au point qu'il a finalement il a trouvé une passerelle très facile, c'est la tolérance administrative. Aujourd'hui, beaucoup d'églises fonctionnent, non pas parce qu'elles ont une autorisation, mais parce qu'au nom de la tolérance administrative, au nom de la sous-location parfois des autorisations d'autres églises, eh bien, certaines églisettes fonctionnent comme ça par-ci et par-là. Et justement, vu qu'il n'y a pas de contrôle, quelle autre raison
peut-on accorder à cette prolifération-là de ces églises selon vous? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire à la vérité? Bon, ça foisonne d'églises par-ci et par-là. Maintenant, l'État sait également que les églises jouent un rôle fondamental dans une société. Parce que, on ne le dira jamais assez, et c'est pas être honnête que de dire que les églises jouent un rôle de catharsis collective, d'un rôle de soulagement d'un ensemble de peines que certains peuvent avoir. C'est-à-dire que certains vont à l'église de trouver un réconfort qu'ils ne peuvent pas avoir quelque part. Beaucoup de gens vous disent, je suis allé à l'église et grâce à l'église, j'ai eu ceci, j'ai eu la paix de cœur. Il y a des couples qui sont menacés, mais ils sont allés voir le pasteur les a remis ensemble. Bon, il y a des gens qui vont quelque part juste se concentrer un peu en priant Dieu dans une église. Et puis, bon, voilà, compte tenu de ce que les églises ont un apport positif, indéniable dans une société, on ne pourra donc pas verser le bébé et l'eau du bébé. Vous comprenez? Et donc, du coup, la tolérance administrative s'invite et l'État peut faire la surveillance qu'il veut, mais à un moment donné, on est bien obligé d'admettre qu'il y a des églises qui font partie, qui sont des constitutifs, n'est-ce pas, au plan structurel du social, dans toute société. Mais justement, professeur, est-ce qu'il ne serait pas mieux de mieux les encadrer pour un meilleur suivi? Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre un suivi? L'encadrement est là. Oui. Je peux vous assurer qu'il y a un encadrement qui est fait. Le ministère le MINAT, en réalité, en son sein, met sur place des mécanismes pour encadrer les églises, notamment pour que ces églises soient en conformité avec l'administration. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de dérapage par rapport à tout ça, au niveau, n'est-ce pas, des pouvoirs publics. Seulement, les églises disent ne pas répondre à la volonté des hommes, mais répondre à la volonté de Dieu. Et c'est là où l'encadrement devient difficile. Il y a à un moment donné, vers les années 2020, lorsque le Covid, la maladie Covid était au sommet, au pic là, on a vu ce qui s'était passé dans une église à Yaoundé. C'est-à-dire, toutes les églises étaient fermées. Mais qu'est-ce que les gens ont préféré faire? Aller s'enfermer dans des églises. Ils se sont enfermés dans ces églises. Bon, alors, vous voyez que face à une situation comme celle-là, ces gens de personnes, vous les encadrez comment? Vous ne pouvez pas les encadrer par la force. Vous devez venir les convaincre de ce qu'ils croient n'est pas la vérité et que ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'église que la maladie ne viendra pas. Mais à la fin, ils vous diront, nous ne croyons pas à ce que vous dites, mais il y a un Dieu qui sait que nous sommes ici dans cette église et la maladie. Donc, à partir du moment où l'église, par leur conception de l'autorité de la société, échappe au pouvoir public, leur encadrement devient un véritable problème. Et ce cas qu'on vient de voir, professeur, est un parmi tant d'autres. Dérive aujourd'hui répertoriées. D'après vous, qu'est-ce qui ne va pas dans ces églises? Bien, je pense que la seule chose qu'il faut retenir de ce qui s'est passé, de cette tuerie qu'on a regardée, c'est le fait que l'être humain, c'est-à-dire ces personnes qui viennent de ces églises ou les croyants, peuvent commettre, peuvent tout faire, tant qu'ils sont sous l'emprise de leur gourou, qui est en réalité celui de leur église. Je ne vous apprends rien. Lorsque chez les djihadistes, vous avez vu des gens se suicider en portant des explosifs, en criant le nom de Dieu par-ci et par-là. Donc, en fait, c'est la seule chose qu'on peut retenir ici, c'est la capacité que des êtres humains ont de perdre totalement leur conscience, leur rationalité, pour se mettre au service d'une cause pour laquelle ils pensent
d'une cause qu'il croit vraiment juste et pour laquelle rien, mais alors rien ne peut l'arrêter. C'est-à-dire que jusqu'à tuer, parce qu'il croit au couteau, oui. C'est-à-dire que sur le plan psychologique, en fait, certains, ce qu'elle tue, c'est pas cet enfant qu'elle est en train de tuer. Elle tue un Satan. Elle tue un Satan, sûrement quelque part, il lui a été dit qu'il y avait un Satan qui vivait dans cette maison et en cet enfant. Et du coup, elle vient, elle tue. Plus tard, elle ne vous donnera pas des explications claires sur ce qui sont les motifs, les mobiles normaux pour tuer. Elle vous dit, j'entendais des voix. Ces voix qu'elle entendait, en fait, c'est des voix qui lui disaient, attends, il faut lui faire du mal. C'est-à-dire que la capacité que les gourous ont si vous voulez, à intégrer, n'est-ce pas, l'inconscient. Et la conscience, là, c'est la conscience qui agit pour pousser vers un acte parfois indescriptible, démontre à souhait à quel point, n'est-ce pas, ces gourous sont forts. Et l'acte, si vous voulez, les pouvoirs publics ne peuvent pas travailler sur ces ouailles-là. Les pouvoirs publics doivent porter des actions sur ceux qui sont les fondateurs et les promoteurs de ces églises. Il y a des indices. Il y a des indices. Vous voyez des gens qui vont prier de 6 heures du matin à 20 heures le soir. Vous estimez que c'est normal? Comprenez que pour une femme qui sort le matin, il dit je vais prier et qui ressort à 20 heures. Mais comprenez qu'en réalité, elle n'est plus sur l'emprise d'un époux qui est à la maison. Et là, ça devait déjà attirer l'attention de la société. Donc, l'État, les pouvoirs publics ont à mettre des phares au sein de ces églises et des phares et des personnes qui doivent à un moment donné remonter des informations sur les dérives lorsqu'elles sont à la naissance avant qu'un drame comme celui-là ne survienne. Alors, professeur, comment se fait-il que les familles de ces personnes-là n'arrivent pas à leur sortir de ces endroits? Bien, je ne vous apprends rien que quand vous avez votre femme à la maison ou votre mari à la maison, lorsqu'il va dans cette église, en fait, il ne va pas rencontrer des gens qui ne réfléchissent pas. Ils sont très malins. Ils savent très bien que garder la relation intacte entre la personne et l'église, ça consiste tout simplement à priver cette église d'une source de revenus potentiels. Donc l'objectif, le tout premier objectif, c'est, tout en gardant parfois la personne dans la famille, faire que la personne soit une source et séparer cette personne des personnes qui potentiellement peuvent ramener l'individu à la raison. Oui. Voilà. Et c'est pourquoi ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la femme commence à rejeter son mari, son époux, et que si c'est l'époux, commence à dire à son épouse, si tu ne viens pas avec moi dans l'église, si tu n'acceptes pas que je fasse ceci, alors ça veut dire que c'est le diable qui est en toi. Donc c'est comme ça que des femmes se refusent à leur époux dans une forme de chantage affectif pour que finalement elles essaient de le contraindre à faire ce que parfois ils ne veulent pas faire. Ils n'ont pas envie de faire. Donc vous comprenez que c'est là que se situe en réalité le premier nœud de la chose. Alors, professeur, une question. Oui. Comment le démon fait-il pour vivre à l'église? Bien. On sait qu'à l'église, c'est là où le Seigneur repose. La Bible a prévu les choses ainsi. La Bible a prévu que le démon allait rester à l'église, que le démon serait dans l'église. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il est venu. À un moment donné, il a chassé les démons dans les églises. Mais comment les démons font-ils pour s'installer dans l'église? Maintenant, vous allez poser un problème philosophique. Le démon, en réalité, même, c'est qui? Qui est le démon? Alors, allez dans des églises, surtout celles qui sont nouvelles et dites révélées. Vous voyez, on vous dit, sors de ce corps. Bon, le bien curieux comme nous, parfois, on reste, on attend, on dit, il y a le démon chez elle. Puis on attend, on veut voir le démon qui sort du corps. De ce corps. Bon, finalement, on ne le voit pas. Après, on entend une voix de la personne qui est transformée. On dit, ouais, c'est le démon qui parle en lui.
il est en lui. Comment le démon fait-il pour entrer dans l'église? Mais les démons sont en chacun de nous. Chacun a une conscience intérieure qui peut se métamorphoser en fonction des circonstances dans lesquelles ça se trouve. Donc, le démon, ici, c'est une force intérieure à l'individu qui dit va faire du mal. Et par essence, l'individu est à cette dualité d'existence, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle l'éros et ce qu'on appelle le thanatos. Le thanatos, c'est l'incarnation du mal, le démon. Et l'éros, c'est l'incarnation des anges, de Dieu, c'est l'incarnation de l'amour. Et ça, c'est ambivalent en chaque être, parce que chaque fois que vous posez un acte, il y a comme une voix intérieure qui vous dit fais ou ne fais pas, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Il y a donc des démons dès lors que les individus sont ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des forces positives intérieures aux personnes qui poussent dans une forme cataclysmique, par exemple, de détruire ce qu'il y a en eux. Le démon ne vit dans l'église, mais le démon, ce n'est pas quelqu'un qui est assis là, à l'église. Mais le démon, il est dans l'être humain qui va à l'église et qui entend une voix venant de lui en fonction de ce qu'il a, des déceptions qu'on a, en fonction des enjeux qu'il y a. Voilà, on veut faire du mal ou alors on veut faire du bien. Alors, professeur, on va certainement sortir par là. Quels conseils pouvez-vous donner à tous ceux-là qui nous regardent concernant ces églises dites de réveil? La société actuelle est en proie à énormément de difficultés. Il y a l'indigence économique. On sait très bien que dans un contexte d'indigence économique, les gens cherchent le reconfort. Oui. Et l'Église semble apporter la solution à l'indigence que les uns et les autres ont, en leur disant à ceux qui n'ont pas d'emploi, qu'ils vont trouver de l'emploi, à ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils vont trouver des époux, à ceux qui, bref, tant que les églises vont rester dans cette approche de donner des solutions aux problèmes que les personnes se posent à l'individu, c'est-à-dire que tant que les pouvoirs publics ne vont pas s'interposer pour trouver des solutions que des gens ont, ces personnes vont trouver un refuge ou vont trouver le réconfort à l'église. Et quand ils trouvent le réconfort dans l'église, des circonstances plus ou moins coïncidentes font qu'à un moment donné, des problèmes sont résolus pour certains. Et quand les problèmes sont résolus, eh bien, les pouvoirs publics et les autres deviennent des démons. Et Dieu, c'est dans cette église. Voilà à peu près ce qui se passe actuellement. Et il faudrait donc, pour sortir de là, donner comme conseil aux familles, de se mettre ensemble et de combattre les problèmes qu'elles ont dans une concertation familiale, au pouvoir public, d'essayer d'anticiper sur les difficultés que les uns et les autres ont dans la société, afin que les gens se retournent vers eux, les pouvoirs publics, plutôt que vers l'Église qui leur propose à ces personnes plutôt la chimère. Merci, professeur Maurice Somo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychosociologue. Merci, exactement. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Balafon Télévision. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h.